Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la 23e sortie de l'émission Screenshot. Mais j'ai toujours la chance d'avoir des invités triés sur le volet, hors normes et hors pair. Aujourd'hui, j'ai avec moi un enseignant, chercheur, Nissim Laskoni, un Congolais. Mais c'est un monsieur que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai écouté, que j'ai regardé. Je me demandais quand est-ce que je devais rencontrer cet homme. Eh bien, par hasard, on est croisés, ou nous sommes croisés, et il est avec moi, et à qui je dis bonsoir Nissim Laskoni et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc, merci aussi que vous êtes là. Aujourd'hui, le thème choisi, c'est Haïti, de la révolution à la résilience. Est-ce que ça vous dit quelque chose, si ça vous parle? Absolument, parce qu'il y a d'abord eu une révolution à Saint-Domingue qui a accouché Haïti, et Haïti qui s'est transformée en une université de résilience. Cette résilience est le fruit d'une lutte épique dont nous allons parler dans cette émission. Mais avant tout ça, Nissim, c'est un nom africain? Non, Nissim n'est pas un nom, c'est l'acronyme de mon prénom qui signifie Ngombulu, Yasangi, Yaminabantu, prénom totémique Congo, qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. C'est un prénom qui met en garde quiconque voudra me faire du mal. Laskoni est mon patronyme. Donc ça vient du Congo? Absolument. Mais en parlant du Congo, on parle de Makaya. C'est Congo aussi. Makaya, c'est Congo, ça signifie feuille. Ça signifie feuille au pluriel et c'est un patronyme très commun chez un peuple côtier au Congo qu'on appelle les Vili. Ça signifie feuille. Mais on trouve également des Makaya chez les populations des régions comme la Bouenza. On trouve des Makaya dans des régions comme le Poul, mais c'est surtout sur la côte, chez les Vili, qui signifie feuille. Mais quand je regarde Nissim, si j'enlève Ni, il y a Sim. Mais chez moi, on parle surtout de Simbi. Ça vous parle aussi, Simbi? Absolument. Là, encore une fois, il faut convoquer la linguistique. Simbi vient de Kisimbi, qui signifie détenteur. Quand on dit Kisimbi Kiamakaya, ça veut dire celui qui détient le secret des feuilles médicinales. Waouh! Et Makandal de tout ça? Makandal, mais là, on parle il y a de le Makandal. L de trop, c'est Makanda. Kanda qui signifie famille. Quand on dit Makanda, c'est le membre de la famille, en résumé l'homme noir. Et il était originaire du Congo. Mais pour cela, il faut lire un ouvrage qui a été commandité par le président Tancrède Auguste. Le livre s'intitule Haïti, chef d'État, gloire et misère. C'est un exemplaire unique que j'ai eu la chance. Oui, il n'y a qu'un seul exemplaire. Il est grand comme... depuis la réédition... Depuis l'édition, il n'y a qu'un fil. C'est un chef d'État, le président Tancrède Auguste, qui était un soldat, qui a commandé ce livre des historiens de l'époque qui ont fait un travail extraordinaire, une belle historiographie bien documentée. Et ce livre-là, il existe encore, il est entre les mains de qui? Il existe en Haïti, dans un lieu que je ne révélerai pas pour ne pas connaître. Que vous savez vous-même? Oui, puisqu'il y a quelqu'un qui me veut du bien en Haïti et qui connaît ma passion pour Haïti, qui souhaitait absolument que je m'imprègne de ce livre, à défaut de le lire, parce que ça m'aurait pris du temps. J'allais tous les jours le filmer, page par page, et ça m'a pris 3 jours. Mais je ne peux pas révéler où il se trouve. Merci, et professeur. Donc, le thème choisi aujourd'hui, c'est de la révolution à la résilience. Donc, on sait que normalement, après la découverte d'Haïti par Christophe Colomb, donc le peuple qui habitait cette île qu'on appelait Arawak ou Taïno, etc., après avoir décimé en même temps, c'est à ce moment-là qu'on fait appel ou bien on fait venir les Africains, donc qui venaient travailler la terre de Saint-Domingue, l'île de Saint-Domingue, qu'on appelait aujourd'hui Haïti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Petit bémol, Christophe Catastrophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. Il n'a jamais découvert l'île
d'Haïti pour la bonne et simple raison, déjà c'était un mauvais navigateur qui s'est retrouvé là par hasard. Il est arrivé avec 3 bateaux dont les noms sont très évocateurs. La Nina, la Pinta et la Santa Maria. Et si vous regardez, sur les voiliers de ces bateaux, dont les prototypes se trouvent au Castello del Moro à Cuba, vous trouverez que sur chaque voilier, il y a une croix. C'est la croix des Templiers, la croix de Saint-Georges. Et vous comprendrez que Christophe Colomb, quand il n'arrive pas déjà avec des bonnes intentions. On ne peut pas découvrir un territoire qui est déjà peuplé. Vous l'avez si bien dit, il y avait déjà des Arawaks et des Taïnos. Il ne peut pas découvrir une île qui est déjà habitée. On découvre une île où il n'y a personne, une île déserte. Ce n'est pas le cas d'Haïti à l'époque, qui sera rebaptisée Hispaniola, la petite Espagnole. Et donc, Christophe Colomb, qui en moins de 5 décennies, avec son fils, vont faire un nettoyage. Plus de 90% de la population autochtone sera décimée d'abord par le père, Christophe Colomb, et par la suite par son fils Don Diego, dont le buste est érigé en face de la première cathédrale des Amériques, qui symbolise la domination spirituelle. C'est ce qu'on appelle la guerre des égrégores. Vous ne pouvez pas aller dans un pays, ériger des édifices religieux sans tenir compte de la spiritualité existante. Parce que les Taïnos et les Arawaks n'invoquaient pas la Vierge Marie ou le Saint-Esprit. Donc, on est venu leur imposer des convictions religieuses, une foi qui n'était pas adéquate avec leurs propres convictions ancestrales. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. La première cathédrale des Amériques a été érigée dans l'actuel Saint-Domingue et, comme son nom l'indique, Santo Domingo. Santo Domingo, si on fait une traduction littérale, ça donne Saint-Dimanche. Donc, il fait référence à l'Église catholique romaine. À partir de là, il y a déjà une domination spirituelle qui est installée. Donc, il y a 2 batailles que les autochtones mènent, à la fois une bataille spirituelle et une bataille physique. Et par la suite, une fois qu'il y a eu ce qu'on appelle la tabula rasa, expression utilisée par des historiens de langue latine, arriveront les Africains. Mais les Africains ne font pas appel à eux. Ils ont été rasiés. Pour cela, je recommande aux téléspectateurs qui nous regardent de lire un poème qui a été écrit par une brillante lumière haïtienne qui ne s'est pas encore éteinte, longue vie à elle. C'est le grand poète René Despestre qui est encore en vie, qui a écrit Minerai noir. Et je résumerai ce poème en ces termes. Lorsque la dernière goutte du sang de l'Indien a tari, ils se sont tournés vers le fleuve musculaire de l'Afrique. Voilà, en gros, ce qui s'est passé. Donc, les Africains ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont été capturés, rasés et emmenés à Saint-Domingue. Le premier bateau français qui arrive à Saint-Domingue, c'est la Licorne. Et cette Licorne part de l'Afrique de l'Est, dans cette partie du Mozambique. Mozambique. Et l'une des victimes qui a été rasée, dont le monument a été justement érigé en sa mémoire à Bordeaux, c'est Al-Poissy de son vrai nom, et qui sera rebaptisé Marthe Adélaïde Testas. Et ironie de l'histoire, ce bateau, dont la réplique se trouve au musée d'Aquitaine, était le propriétaire, le négrier, l'armateur de ce bateau s'appelait Monsieur Cochon. Imaginez-vous qu'en Haïti, c'était un cochon qu'on a égorgé pendant la cérémonie de bois caïman. Donc, voyez-vous que c'est une histoire, il y a beaucoup de spiritualité dedans, et on ne peut pas parler d'Haïti si on ne fait pas référence aux cultes endogènes dans le vaudou. En parlant de ça, moi, je dois citer 3 amis qui vous suivent. Donc, normalement, je vais parler de Édouard Valentin, le Vénérable, c'est comme ça que je l'appelle. Il y a mon ami Herbie Jean, et ensuite le professeur Casimir Monel, qui parle toujours de la spiritualité, parce qu'il dit toujours, si pour résoudre le problème d'Haïti, il faut aller dans la spiritualité, parce que Haïti est doté d'une spiritualité. Disons que j'en profite d'ailleurs aussi pour saluer le professeur Casimir Monel, qui est un ami, que je connais très bien, parce que oui, nous nous fréquentions. Il est déjà venu chez moi, nous nous connaissons très très bien. Et il a tout à fait raison d'évoquer
cette partie aujourd'hui qu'on essaie d'occulter, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu une trahison après la Révolution. La Révolution de Saint-Domingue a été accouchée par la cérémonie du Bois Caïman, qui s'est déroulée dans la nuit du 13 au 14 août, dans la plus grande habitation du Nord, qu'on appelait l'habitation le Normand de Mézy. Le Normand de Mézy est un négrier qui était originaire de Normandie. Voilà pourquoi on l'appelle l'habitation le Normand de Mézy, qui était située à l'époque dans la ville qu'en Haïti qu'on appelle le Limbé. Et je dis toujours à mes frères et sœurs haïtiens, ne dites jamais le Limbé parce que c'est une très mauvaise prononciation. Vous déformez un nom africain. Mais c'est L-I-M-B-E. Oui, ça s'écrit de la même façon. En fait, c'est Limbé. 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 On dit Limbé, ça s'écrit de la même façon. Vous dites Limbé. Nous, Africains, nous disons Limbé, qui n'est autre qu'une ville du littoral camerounais, à travers lequel bon nombre de nos aïeuls ont été embarqués. Donc, Limbé, l'inversion de Limbé, ça vous donne Mbeli, qui signifie en langue, en lingala, couteau, d'où le slogan « Coupé tête, boulet caille ». Donc là, c'est de la linguistique. Waouh. Donc, on commence par comprendre. Si on arrive dans la spiritualité, on commence par dans nos racines. Donc voilà, nous avons aujourd'hui un Congolais qui est avec nous, qui est en train de nous vraiment raconter des choses peut-être que nous ne savons pas. Donc, Limbé, il ne faut pas dire Limbé encore, on va dire Limbé. Si vous allez au Cameroun, vous trouverez une ville qui s'appelle Limbé. C'est une ville portuaire, une ville côtière où se trouve le fameux site de Bimbia, d'où sont partis de nombreux afrodescendants. En dépit de tout ça, professeur, donc, on sait à partir de tout ça, donc on parle aussi de Makandal. Makandal, c'est un Africain, certes. Absolument, Makandal vient du Congo. Le nom Makandal, ça a été mal orthographié. Il y a le L de trop. C'est un historien du 19e siècle, un mulâtre du nom de Thomas Madjou, qui l'a mal orthographié. C'était Makanda. Dans la racine Ekanda, qui signifie en langue Congo, famille. Makanda signifie membre de la famille ou homme noir. Voilà la véritable traduction. Et si vous lisez cet ouvrage, Haïti, chef d'État d'Haïti, gloire et misère, vous trouverez les origines de Makanda qui ont été retracées au Congo. Il venait du Congo, il parlait les langues congolaises, et c'était ce qu'on appelait un Kisimbi Kamakaya, détenteur de ce qu'on pourrait, en résumé, appeler un herboriste. Et c'est lui le précurseur de la véritable révolution de Saint-Domingue. Probablement qu'il y a eu des précurseurs avant, mais leur histoire n'a pas été consignée. Celle de Makandal a été consignée pour la bonne et simple raison, c'est que les négriers ont utilisé des techniques de terreur. On l'a tout simplement brûlé vif. C'était une scène de crémation qui était destinée à effrayer tous les Africains réduits en esclavage qui avaient des velléités révolutionnaires. Et, ironie de l'histoire, là encore nous sommes dans le monde spirituel, Makandal est brûlé vif, mais en 1758, dans le nord, vers le Cap français à l'époque est devenu le Cap haïtien, et c'est cette année même, en 1758, que naîtra le futur libérateur d'Haïti, un certain Jean-Jacques Dessalines. Donc si nous sommes dans le monde spirituel, si nous regardons l'histoire à travers des lunettes africaines, vous vous rendrez compte que Makandal n'est autre que... Jean-Jacques Dessalines n'est autre que la réincarnation de Makandal. Mais il faut croire aux cultes africains pour faire cette interprétation. Donc, mais en passant de Makandal, mais il y avait Boukman aussi. Oui, mais avant Boukman, permettez-moi de vous dire que Makandal a créé une société secrète. Et si cette société secrète n'avait pas au sein d'elle des membres couillards qui ont trahi le secret, Haïti aurait probablement accédé à l'indépendance un siècle avant. Parce qu'en 1758, non, je dis un siècle avant, c'est peut-être exagéré, au moins un demi-siècle avant, puisque la lutte épique a commencé vers 1740. Donc, Makandal et sa société secrète se sont battus au moins pendant une décennie. Et leur spécialité était d'empoisonner les maîtres. Et pour empoisonner les maîtres, il n'y avait qu'une option, la maîtrise des herbes, les herbes médicinales et les herbes
pour empoisonner. Et ces gens avaient donc des détenteurs de cette science, d'où Kisimbi qui a Makaya. Et par la suite, Makaya, Simbi vont intégrer le vaudou. C'est ce qu'on appelle un condensé de spiritualité africaine. Donc si Haïti, à cette époque-là, comme vous disiez, était... Aujourd'hui, on pourrait dire que Haïti devenait une grande puissance s'il prenait son indépendance depuis bien avant 1804. Mais bien sûr qu'elle aurait eu le temps de développer des armes, une certaine technologie, parce que avoir ces connaissances, c'est déjà de la science. Les gens qui veulent nous tourner en dérision vont parler de fétichisme, mais supposons même que ça soit du fétichisme, ça a été très efficace. Ceux qui se battaient à cette époque-là, je dis bien que 60% de l'armée de libération à Saint-Domingue étaient constitués des Africains qui étaient nés sur le continent africain. Et pour cela, je renvoie nos téléspectateurs à un ouvrage qui a été le point déclencheur de mon amour pour Haïti. Ce livre s'intitule The Black Jacobin, Toussaint Louverture and the Santo Domingo Revolution. Jacobin noir. En français, les Jacobins noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue. Je me suis offert ce livre il y a 38 ans, en juin 1985. Et depuis, c'est un livre que je lis comme les versets bibliques, en fait. Ah ouais. Parce que cette histoire est tellement épique que je vais me convaincre que ce ne sont pas des mythes. Et donc mon esprit m'a précédé en Haïti 20 ans avant que je n'y mette les pieds. Et c'est lorsque je suis arrivé en Haïti que j'ai vu ces grands édifices. Vous étiez en Haïti alors? Je me suis rendu en Haïti à plusieurs reprises et j'ai filmé Haïti de fond en comble. Mais je ne me suis pas contenté seulement de filmer Haïti parce que l'histoire d'Haïti et de la République dominicaine sont inextricablement indissociables. Donc j'ai fait les deux parties de l'île, l'Est et l'Ouest. Filmé, caméra en main. Je n'ai pas fait l'intégralité, mais je peux dire que je suis à peu près entre 65 et 70% du territoire qu'on appelait à l'époque Hispaniola. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'histoire d'Haïti sans étudier l'histoire de Saint-Domingue et vice-versa, puisque c'était un même peuple. Haïti, vous étiez allé, de quel coin par exemple? Alors, en Haïti, j'ai d'abord vécu, j'ai été accueilli au village Théoda, donc j'en profite pour saluer. Théoda, ok. Oui, ça, à Claircine, ça. Oui, à Claircine. Mais j'ai été adopté par une famille à Claircine-Tabar, où je vais tout le temps, c'est là où se trouve ma maison. J'ai été à Vivi-Michel, j'ai été à Lalou, où j'ai d'ailleurs donné des cours au département d'ethnologie, puisque l'Université d'État d'Haïti, dernièrement, quand j'étais en Haïti, était fermée. Donc les étudiants voulant profiter de ma présence en Haïti, et je salue le professeur Laurent-Stéphane Emmanuel, qui est au département d'ethnologie, qui m'a fait cet honneur de venir avec sa classe. Et c'est donc le YCMA, qui est une ONG dirigée par M. Gwenaël Apollon, qui nous avait mis les locaux à notre disposition à Lalou, où j'ai donné mon cours. Ce qui m'a valu un très beau cadeau, un ouvrage précieux que j'ai reçu de ce monsieur. Cher Chapeau, malheureusement, je ne vais pas vous laisser. Parce que vous voulez être haïtien que moi, mais non, je ne vais pas vous laisser être haïtien de moi, parce que je suis un haïtien. Ce sont mes ancêtres qui ont créé Haïti en partie. Donc, lorsqu'on parle de la fierté christophienne, ceux du Nord, ce sont mes ancêtres, puisque le premier bateau qui peuple l'île de la Tortue, c'est la marée séraphique, qui était pilotée par un capitaine du nom de Fautrel Goji, et ça venait de la ville de Luango, qui est devenue aujourd'hui Pointe-Noire, ville dont mon père biologique était originaire. Donc c'est l'histoire qui me suit en fait. Qu'est-ce qui vous pousse à intéresser à l'histoire d'Haïti comme ça? Parce que Haïti, c'est nous. Le destin d'Haïti, encore une fois, est inextricablement lié à l'Afrique. Et n'oubliez pas que le père de Toussaint Louverture, l'un des précurseurs de cette révolution épique, était un Gaou, c'est-à-dire le ministre de la Défense du roi d'Alada. C'est ce qui explique que lorsque vous allez au Bénin, dans la ville d'Alada, vous trouverez le plus grand monument qui a été érigé à un héros, c'est celui de Toussaint Louverture. C'est un lieu de mémoire qu'il faut aller visiter en République du Bénin. Hein? Et Toussaint Louverture est né François-Dominique Breda. On l'appelle Louverture. Il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il aurait eu une brèche entre les dents. Et la deuxième hypothèse, qui à mon avis est la plus plausible, c'est qu'il était tellement téméraire et courageux qu'il était toujours volontaire pour ouvrir le front. C'est ce qui lui vaut le surnom de l'ouverture. Mais il y a aussi son frère. Donc son vrai nom, c'est Toussaint François-Dominique Breda. Voilà, qui est né dans l'habitation Breda, puisque la tradition à l'époque
dans certaines îles de la Caraïbe, notamment les grandes Antilles, lorsqu'on essaie dans une habitation, on prenait le nom de son maître. Donc, François-Dominique Breda, Breda est le nom de M. Breda, propriétaire de Toussaint Louverture, puisqu'à cette époque, nos aïeux étaient considérés comme des biens meubles, donc propriété du maître. C'est ce qu'on dit de Dessalines aussi. Mais tous, même vos ancêtres directement, ont appartenu à des maîtres. Autrement, ils seraient libres. Par la suite, il y a eu donc des livres le nom de du leur maître. Et par la suite, quand il y a eu la Révolution, certains étaient des prêtres vaudous, des Ougons. Donc, certains ont commencé à changer le nom. D'ailleurs, l'une des raisons qui explique que Saint-Domingue, qui est un égrégore, s'il vous plaît, parce que Saint-Domingue n'est que la déformation de Santo Domingo. Saint-Domingue ne veut rien dire en français. Les Français n'acceptant, donc pour se distinguer de la partie espagnole, vont appeler leur partie Saint-Domingue. En vérité, Saint-Domingue, c'est la déformation de Santo Domingo. Et si on fait une traduction littérale, ça donne Saint-Dimanche, qui fait référence à l'Église catholique romaine. Alors que la première cathédrale des Amériques a été érigée dans l'actuel Saint-Domingue. Et c'est où Christophe Catastrophe Colomb, qui est le Christ et de la catastrophe à la fois, a été d'abord enterré, avant d'être déterré et emmené en Espagne à Séville. Très bien, cher maître. Donc, on vous suit tranquillement. Donc, normalement, mais on a parlé aussi de Boukman. Boukman était un natif de la Jamaïque. Boukman, contrairement à Toussaint Louverture, qui est né à Saint-Domingue ou Dessalines, Boukman était un natif de la Jamaïque, qui a été vendu à un propriétaire français à Saint-Domingue. Mais, encore une fois, il y a un détail que les historiens omettent. Et ce détail est très important. C'est que Boukman, non seulement était un Ougon, on l'appelle Boukman parce que c'était un homme qui était lettré, qui savait déjà lire. Mais il ne savait pas lire en français, il savait lire en anglais. Puisqu'il était né, avait passé une bonne partie de sa vie en Jamaïque, qui était donc une colonie anglaise dont le gouverneur s'appelait Maitland. Et il a perdu son bras dans un moulin. Ayant fait un travail sur le terrain, j'ai pris le temps d'étudier les moulins. Il existe deux types de moulins dans les habitants. Il existait deux types. Bon, il en existe encore des moulins jusqu'à aujourd'hui. Vous avez le moulin artisanal et le moulin mécanique qui verra le jour, qui était de fabrication anglaise, qui verra le jour au 19e siècle avec l'avènement de la révolution industrielle. Donc, en utilisant le moulin artisanal, Boukman perd son bras. Il se sent utile lorsqu'il est vendu. C'est pour cela qu'il devient un géreur. Qu'est-ce qu'un géreur? C'est quelqu'un, c'était comme un commandeur à qui la pire des tâches était réservée, c'est-à-dire fouetter ses frères et ses sœurs des races. Et c'est ce qui explique que lorsqu'il y a eu la cérémonie du bois caïman dans la nuit du 13 au 14 août. C'est 13 au 14 août, c'est pas 22 août. Du 13 au 14 août, c'est dans la nuit, puisque les négriers, il fallait tremper la vigilance des maîtres. Autrement, en pleine journée, on les aurait découverts. Donc, l'une des armes, justement, qui les caractérisait, ces gens, c'était la discrétion. Et je dis toujours que, heureusement qu'à l'époque, en 1791, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux ou les téléphones mobiles, il y aurait eu l'un des hommes qui étaient à ce rassemblement qui aurait utilisé probablement un téléphone ou un tweet pour faire le buzz, comme les jeunes le font aujourd'hui. Heureusement, parce que la résolution de faire la révolution, c'est une semaine après que la révolution a été faite. Donc un secret peut se divulguer au bout d'une demi-seconde. Même une minute suffit pour divulguer un secret. Mais là, il a fallu 8 jours avant d'attaquer. La cérémonie a lieu du 13 au 14 août, mais c'est le 22, dans la nuit du 22 au 23 août, que les hostilités commencent. Voilà l'histoire de Saint-Domingue. Pas l'histoire haïtienne, parce que l'histoire d'Haïti commence le 1er janvier 1804, date de l'indépendance universelle. Oui, mais en parlant de la cérémonie du bois caïman, on dit que c'est par rapport à cette cérémonie que Haïti est né, d'après vous. Oui, absolument, mais Haïti ne naît pas aussitôt. La révolution a duré quand même des années. Il y a eu une période entre la cérémonie du bois caïman et la date de l'indépendance proclamée le 1er janvier 1804. Oui, 1791 à 1804. Il y a 13 ans. Donc, il ne faut pas faire preuve d'anachronisme. On ne peut pas dire qu'Haïti, non. Après la révolution de Saint-Domingue, on était encore dans Saint-Domingue. C'est l'élément déclencheur que moi, j'ai intitulé dans mes travaux « Le rituel des hostilités ».
Hein, il n'y avait pas qu'une cérémonie. On s'est concerté. C'était avant tout un débat intellectuel. Il y a eu des points de vue qui ont été échangés. Et bien avant qu'on en arrive à cette grande cérémonie, il y a eu probablement plusieurs autres rencontres, certes moins importantes, parce qu'il a fallu convaincre les couillards. Il y avait parmi eux des hommes qui n'osaient pas défier l'autorité. Il y avait quand même 30 000 colons négriers français à Saint-Domingue, sans compter les Allemands, ceux qui convoitaient l'île. Il y avait aussi les Anglais qui étaient là, les Espagnols, etc. Donc, il a fallu une femme, la détermination d'une femme, à qui nous devons rendre hommage en premier. C'est toute la force de la spiritualité africaine, parce que l'énergie féminine est toujours double, du fait que c'est la femme qui donne la vie. C'est Cécile Fatima, qui est née Cécile Atiman. Atiman est un patronyme britannique, et que les Africains de l'époque avaient du mal à prononcer à Saint-Domingue, donc on va l'appeler Cécile Fatima, qui était une Mambo. C'est elle qui va rassembler, convaincre, ratisser. Elle a fait en quelque sorte du prosélytisme pour emmener les peureux, les téméraires à se retrouver. Ceux qui se retrouvent au Bois Caïman ne sont pas tous des esclaves appartenant à l'habitation de Normand de Mézy. Certains venaient de Port-de-Prince, certains venaient de Pilbeau, d'autres du Cap français, qui deviendra plus tard le Cap haïtien. Donc voilà en gros le résumé. Il y a eu une préparation. Et cette préparation, on n'en parle pas, parce que quand on parle seulement de la cérémonie du Bois Caïman, on a l'impression que c'est une bande de superstitieux qui se retrouve là, dépourvus de stratégie et qui, par magie, décident d'aller se battre. Ça n'a pas été improvisé, ça a été une concertation. La cérémonie, il y a eu certes une cérémonie, un rituel, que moi j'appelle le rituel des hostilités, que les gens appellent la cérémonie du Bois Caïman. Même encore, autour du monde du Bois Caïman, il y a des polémiques. Vous avez une jeunesse d'origine haïtienne qui est née soit aux États-Unis ou au Canada, qui s'est convertie à l'islam, tant mieux pour eux, mais qui veulent se servir de cette cérémonie pour dire que ce n'est pas le Bois Caïman, c'est Kayaïman. Je dis là encore une fois, il faut faire preuve d'une stupidité extraordinaire pour sortir une telle bourde. Là, pendant cette cérémonie, on a égorgé un cochon. L'islam interdit la consommation du cochon. Comment on peut appeler ça Kayaïman? Ça n'a pas de sens. Donc parfois, le bon sens, on le perd. Mais parfois, on dit aussi, on a déformé aussi comme Caïman. Caïman, c'est comme les crocodiles. Donc, mais c'est un nom. J'ai fait un film là-dessus. Je ne vais pas raconter le film. J'ai fait un film là-dessus qui m'a pris quand même 3 ans de tournage sur place, des voyages incessants entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Et vous verrez que j'ai trouvé le prêtre vaudou, le Ougon, qui est le gardien légitime de la mémoire de la cour du Bois Caïman, qui est le gardien du couvent, s'appelle Franz-Jean Raymond. Donc il a la légitimité pour me raconter l'histoire. Qui peut mieux que lui me raconter? Lui, il vit là. Ce sont ses ancêtres qui ont fait cette révolution. C'est ce qu'on appelle les personnes ressources sur la mémoire vive. Et c'est celle-là que j'ai été interrogé. Parce que les livres ne reproduisent pas forcément la parole des anciens. Chacun y va de sa sensibilité et parfois c'est subjectif. Donc, il faut diversifier ses sources pour trouver la ligne médiane. Je vous dis de ne pas bouger, restez là, restez dans votre canapé pour suivre cette émission parce que nous avons avec nous le professeur, l'enseignant-chercheur Nissim Lasconi. Nous allons prendre la première pause de l'émission. On revient tout de suite. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, on est de retour pour la suite de l'émission Screenshot, la 23e sortie. Avec nous, Nissim Lasconi, chercheur, enseignant, qui nous fait plaisir aujourd'hui, qui est avec nous sur le plateau. Donc, d'entre Dieu, après la première pause, monsieur Lasconi,
Boukman, de Boukman à Toussaint Louverture, l'histoire là relate beaucoup de choses. Absolument. Nous avons évoqué la crémation de l'ancêtre Macandal qui a eu lieu dans le nord, près du Cap, en 1758. Lorsque Boukman arrive, Boukman vient de la Jamaïque. Mais Boukman, compte tenu du rôle ingrat qui lui a été confié en fouettant, puisqu'il était géreur, géreur à ne pas confondre avec gérant. C'est un titre qui était accordé à une catégorie d'esclaves qui était destinée à réprimer leurs propres frères. Et pour se racheter des sévices qu'il a infligés à ses frères de race sous la contrainte du fouet et du maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une attitude volontariste et c'est ce qui explique que Boukman sera très vite attrapé et on l'a décapité. Là encore, scène d'horreur, c'est ce qu'on appelle la décapitation par le glaive, qui est une des tortures utilisées pendant la guerre des Inquisitions. C'est une méthode inquisitoire. Après, Macandal a été brûlé. Donc on décapite. Des décennies plus tard, on décapite. Donc en 1791, 2 semaines après le déclenchement de la révolution de Saint-Domingue, on décapite. Pour faire peur. Pour faire peur aux révoltés. Donc on prend sa tête, on la met sur un piquet. Sauf que cette méthode d'intimidation a eu un effet inverse. Ça a suscité de la vengeance et ça a galvanisé les révolutionnaires. Au départ, c'était une révolte. La révolte s'est transformée en révolution. Entre révolte et révolution, il y a une grande marge. Et voilà comment Toussaint Louverture, par la suite, va intégrer le combat, parce que Toussaint Louverture n'était pas au Bois Caïman. Oui, eh ben, il était trop jeune. Il était trop jeune. Et en plus, Toussaint Louverture, à cette époque, non seulement, il n'était pas aussi jeune que ça, puisque Toussaint est né en 1743, donc en 1791, ils avaient 38 ans. 38 ans. Oui, mais il y a un point essentiel qui nous faut... Non, il avait même 48 ans. Oui, 48 ans. 43, 91, oui, 48 ans. C'est pas aussi jeune que ça. Ouais, mais quand je dis qu'il est jeune, pourquoi je dis qu'il est jeune, c'est qu'il n'a pas assez de maturité spirituelle. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a été affranchi tôt. Tout ça, avant la Révolution, il était un nègre affranchi au moins une décennie avant. C'est ce qui explique qu'avant de rejoindre les révolutionnaires, il va prévenir son ancien maître, M. Brida et Mme Brida, pour qu'ils prennent la poudre d'escampette. Et ce détail, je l'ai eu grâce à un documentaire qui a été fait par des chercheurs américains que j'ai acquis dans un musée de New York qui s'intitule l'African Burial Ground. Donc là, ce sont des détails très importants. Et c'est comme ça que Toussaint, mais Toussaint n'était pas seul. Toussaint avait son frère qui a été tué très tôt au combat, qui s'appelait Moïse Louverture. Moïse Louverture. Voilà. Qui était aussi redoutable que son frère au combat. Malheureusement, Moïse est mort très tôt. Donc là, Toussaint Louverture, par rapport à... moi, je dis toujours, Toussaint a fait ses preuves, mais quand même a été kidnappé. Oui, il a été kidnappé. Il a été, je dirais même pas kidnappé, il a été pris par traîtrise. Vous savez, l'être humain a des faiblesses. Tout être humain est vulnérable. Et ceux qui le critiquent aujourd'hui, j'aurais bien voulu les voir à l'époque. C'est face à l'épreuve du feu qu'on se démarque par sa bravoure, par sa couardise. Et le fait d'intégrer un mouvement de révolte, ça demande beaucoup de courage, un gisement de courage. Et d'autant plus que Toussaint était un meneur d'hommes, puisqu'il était volontaire. Un leader né. Mais absolument, absolument. Son parcours l'indique. Il est quand même le fils d'un ancien chef d'état-major qui a été capturé en Afrique. C'est ce qui explique que ce n'est pas un buste de Toussaint Louverture qui est érigé à Lada au Bénin. C'est tout un monument qui fait à peu près 15 mètres. Je l'ai filmé. 15 mètres. 15 mètres. Et il y a eu une souscription populaire des paysans de la ville d'Alada, où il y a encore une royauté. C'est un lieu aménagé, où il y a des cérémonies vaudou jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas n'importe qui. Toussaint Louverture, c'est quelqu'un qui a été prédestiné au combat. Ça, ceux qu'on appelle les Bokonon,
qu'on appelle les géomanciens en français, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la science divinatoire, qui voient le futur, savaient que Toussaint avait une mission. Mais encore une fois, je tiens à remercier mon aîné, ma grande sœur et le professeur Baïna Bello, qui m'a permis de comprendre certains éléments, puisque je ne suis pas vaudouisant. J'étudie le vaudou, mais je ne suis pas un praticien du vaudou. Et le professeur Baïna Bello a tendance à dire que le vaudou explique Haïti, Haïti explique le vaudou. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'histoire d'Haïti ne peut pas avoir que des explications scientifiques. Il y a aussi des explications spirituelles. Puisque toute la lutte, cette lutte épique commence lors d'un rituel. Quand il y a cérémonie, il y a forcément un rituel. On égorge le cochon, mais quand on égorge le cochon, quel est le symbole d'égorger le cochon? Allez en République démocratique du Congo. Vous trouverez une localité qui s'appelle Kazangoulou. Kazangoulou, traduction en français, ça donne égorger le cochon. Voyez-vous que tout cela, Makandal, Kazangoulou, Simbi, Makaya, il faut tout simplement entrer dans la spiritualité pour obtenir les clés. Moi, avant d'arriver en Haïti, j'avais des connaissances livresques du pays. Une très bonne connaissance livresque grâce notamment aux ouvrages de Cyril James, Les Jacobins Noirs, mais aussi la tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire qui m'avait précédé en Haïti. Et surtout, un petit recueil de poèmes qui s'intitule Les Arts Miraculeuses. Et c'est là où on voit toute la dimension spirituelle des grands poètes de l'époque, comme Aimé Césaire, comme René de Pestre, comme Karl Brouard, auteur d'un ouvrage qui s'intitule La Nouvelle Ronde. Et pour terminer, pour ne pas abuser le temps, parce que je suis passionné lorsque je parle de l'Haïti, c'est comme un robinet. C'est ce que j'ai remarqué. Quand on ouvre, ça coule. Qu'est-ce que nous enseigne Karl Brouard, grand scribe haïtien dont on parle peu, dans un ouvrage qui s'intitule La Nouvelle Ronde? Changer de religion, c'est comme s'aventurer dans un désert inconnu que de s'exposer à perdre le génie de sa race. Le sage n'en change pas, il essaie de les comprendre toutes. Donc c'est avec ces éléments, ce bagage intellectuel que je pars en Haïti. J'ai mon petit trousseau, mais il a fallu que je rencontre d'autres personnes qui détenaient des clés, des grosses clés, dont le professeur Baïna Bello, qui me permet donc de comprendre cet élément essentiel qui explique la capture de Toussaint Louverture. En gros, pour les vaudouisants, ce qu'on appelle au Bénin des vaudoucis, donc pratiquants de vaudou, des vaudounions, ce qu'on appellerait Ougon ou Mambo en Haïti, ben ces gens disent que Toussaint Louverture, sa mission, c'était celle d'un legba. Le legba est là pour ouvrir et disparaître. Et pour ceux qui critiquent Toussaint, je dirais tout simplement qu'il fasse un pèlerinage au Fort de Joux, où il a été écroué 8 mois dans l'obscurité. Vous êtes dans le Jura. Le Fort de Joux est dans le Jura, dans le Doubs. C'est la partie où il fait le plus froid en France. Il fait aussi froid dans cette région de France qui est frontalière à la Suisse, en Suède ou au Canada. Jusqu'à moins 20 degrés, c'est des témoignages. On dit même en été, il fait froid un peu. Même l'été, ce sont des témoignages que j'ai recueillis des riverains qui vivent juste à côté, au bas du Fort de Joux. Et Toussaint Louverture a tenu 8 mois dans cette cellule où il n'y avait ni électricité, ni chauffage, ni ouverture, comme l'indique son pseudonyme. C'est bien pour vous dire que cet homme était prédestiné à ouvrir les fronts. Et donc Dessalines, qui est un deuxième maillon, vient compléter ce travail en décrétant de façon unilatérale l'indépendance d'Haïti. Et je vous laisse. Non, très bien que vous évoquez là, Dessalines, c'est ce que j'allais voir avec vous, parce que normalement, après Toussaint Louverture, c'est Dessalines qui a assuré la continuité, et Dessalines nous a amené à l'indépendance. Et le thème d'aujourd'hui qu'on est en train de traiter, c'est Haïti de la Révolution à la résilience. Mais pour passer de la Révolution, pour arriver au 1er janvier 1804, Dessalines nous a amené le pays, là, sur le fonds baptismaux. Absolument. Mais les gens, je crois que l'être humain est de nature ingrate. Et c'est un peu déplorable. C'est le défaut qui est en chaque être humain, dans moi-même. Et nous devons éteindre ce fléau qui souvent nous pousse à opposer nos leaders. Je dis simplement que nos leaders étaient complémentaires. La vie, c'est une longue chaîne avec plusieurs maillons.
Makandal était un maillon, Boukman était un maillon, Cécile Fatima était un maillon, Marie-Jeanne était un maillon, etc., etc. Sanit Belair était un maillon. Tous ces hommes et ces femmes ont contribué. Mais les gens ont tendance à se souvenir toujours de la bataille finale, qui est la bataille de Vertières, qui ouvre les portes de l'indépendance. Mais avant la bataille de Vertières, il y a eu plusieurs batailles. Tout ça, on a remporté plus d'une dizaine. Dans la première, qui est la bataille de la Marmelade, la bataille de Plaisance, et surtout la bataille de la Ravine à Couleuvre, où tout ça montrait tout son génie militaire. C'est pendant toutes ces batailles que Dessalines, qui était le cadet de Toussaint Louverture, a beaucoup appris. Ils ont quand même 15 ans d'écart. 15 ans d'écart, c'est énorme. Toussaint né en 1743, Dessalines en 1758. Donc faites la soustraction. Les gens souvent sont tellement pressés de se projeter dans l'histoire qu'ils font souvent preuve d'anachronisme, ce qui est une faute lorsqu'on fait l'histoire. Donc voyez-vous que Toussaint Louverture a gagné des batailles avant d'arriver à la bataille des batailles, qui est la bataille de Vertières, que le général Jean-Jacques de Dessalines remporte avec brio. Et on ne peut pas parler de cette bataille sans citer un jeune officier qui a nargué les canons de l'arrogance. C'est François Capois-Lamort, qui a été posé le étendard, parce qu'il a reculé à plusieurs reprises. La violence des canons. N'oubliez pas que l'armée de Napoléon était mécanique. C'était une armée qui avait des armes modernes pour l'époque. Et les Africains, je dis bien les Africains, les Haïtiens, c'est vous, ceux qui se battaient, puisque 60% des effectifs de cette armée de libération, c'était des gens nés en Afrique. Nés en Afrique, qui parlaient encore les langues africaines, d'où justement l'élément vaudou. Et lorsqu'on parle du vaudou haïtien, c'est un condensé de plusieurs spiritualités africaines. Moi qui étudie le vaudou, je ne pratique pas le vaudou, mais je l'étudie en tant que chercheur. J'étais à la racine, puisque le berceau du vaudou, ce n'est pas le Bénin. Il est fait au Nigeria, en pays Yoruba. Au Nigeria? Oui, c'est le Nigeria qui donne le vaudou au Bénin. Je crois que le Bénin, notamment Abomey n'est qu'une province ou un vassal du royaume du Nigeria, le royaume d'Oyo à l'époque. Donc, il est Ifé, c'est le berceau. Et là, si vous étudiez le vaudou, vous aurez plusieurs explications qui peuvent nous permettre de comprendre l'histoire d'Haïti. Ce sont les clés spirituelles. Donc, voilà, en gros, ce dont certains hommes... Donc, Toussaint et Louverture et Jacques Dessalines, c'est pas la peine de les comparer. On peut les comparer, mais on n'a pas à les opposer. La comparaison est toujours bonne à faire. Mais à les opposer, je trouve que c'est une stupidité. De la même manière qu'on oppose Martin Luther King à Malcolm X, je trouve que ce sont des hommes qui se sont battus pour notre libération, pour nous redonner la dignité perdue lorsque l'Afrique a été complètement soumise. Et bien là, je dis simplement que il n'y aurait pas eu de Toussaint Louverture, il n'y aurait pas eu de Dessalines, parce que lorsqu'on parle des batailles, les gens passent de la révolution, de la cérémonie de Bois-Caïman, en passant directement à la bataille de Vertières, oubliant qu'entre-temps, il y a eu plusieurs batailles que Toussaint a remportées. Et la plus longue des batailles, c'est ce qu'on appelle la guerre de couteau, qui a duré 14 mois, qui oppose André Rigaud, un mulâtre, qui ne voulait pas être sous la coupe des nègres, à Toussaint Louverture. C'est au cours de cette bataille que le général Jean-Jacques Dessalines obtient ses galons de général. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, on ne peut pas être anarchiste comme ça, balayer. Ce qui explique que beaucoup de gens soient méfiants par rapport à Toussaint Louverture, c'est que Toussaint Louverture est beaucoup plus sublimé, plus encensé en Occident que Dessalines. Ce qui fait dire que, généralement, lorsque l'Occident encense un noir, forcément, ce noir est de connivence. Mais la vérité est que Toussaint était obligé d'avoir une position pas conciliante, mais de négocier et d'être un peu plus souple. Pourquoi? Toussaint Louverture avait ses enfants en France. Une fois la liberté acquise en 1793, puisque les Français ont tendance à dire qu'ils ont été la première nation à abolir l'esclavage à Saint-Domingue, ce qui est complètement faux. En 1791, la France n'a pas aboli l'esclavage. Elle a été mise devant le fait accompli. Vous ne pouvez pas abolir quand vous avez été vaincu. C'est que les Africains de Saint-Domingue sont comme le rose. Ils plient, mais ils ne cassent pas. On ne pouvait pas les vaincre. Ben, c'est un homme
qu'on pourrait appeler gouverneur à l'époque, commissaire de la République, on les appelait à l'époque commissaires, qui s'appelait Léger Félicité Santonax. C'est lui qui, de façon unilatérale, décrète l'acte de l'abolition sans se référer au Palais Bourbon. Le Palais Bourbon va légiférer plus tard. Mais Léger Félicité Santonax voulait sauver sa peau et celle de ses congénères blancs qui étaient à Saint-Domingue. Il va même jusqu'à proposer à Toussaint Louverture de décréter l'indépendance de l'île. Et Toussaint était très intelligent. Parce qu'en 1801, Toussaint devient gouverneur général de l'île. Il a doté le pays de sa première concession. Unifier l'île. Il a unifié l'île. La première unification entre la partie espagnole et la partie française, c'est Toussaint qu'il a fait. Il y a eu 2 unifications. La première par Toussaint, la deuxième par Jean-Pierre Boyer. Après la chute du royaume d'Haïti, après la mort du roi Henri Christophe. Voilà. J'ai été un peu trop lent, mais... non, tout à fait. Donc c'était bien, mais quand... Je ne vais pas aller là, mais on va venir sous Boyer, parce que je me rappelle qu'on dit que Boyer c'était un traître. Avant qu'on arrive à Boyer, il faut qu'on parle de l'indépendance. On va parler de l'indépendance normalement. Donc, Dessalines, pièce maîtresse de l'indépendance d'Haïti. Absolument, cheville ouvrière de l'indépendance, oui, absolument. Parce que à la crête à Pierrot... La crête à Pierrot, nous avons perdu cette bataille. Et je crois que c'est une bataille qui a duré 20 jours. Et les Africains qui se battaient à la crête à Pierrot étaient vraiment minoritaires. On ne sait pas par quel miracle ils sont parvenus à sortir du fort. Dans le fort. Le fort a été encerclé. Mais tout cela, je l'ai mis dans mon film, Haïti, l'Union fait la force. Ils ont été encerclés par les meilleurs officiers. N'oubliez pas que lorsqu'on constate que les Noirs à Saint-Domingue donnent du fil à retordre à l'armée coloniale qui est sur place, Napoléon, il dépêche son beau-frère, qui n'est pas n'importe lequel, c'est un noble, Charles Victor Leclerc, qui est le mari de Pauline Bonaparte, donc la sœur de Napoléon Bonaparte. Il n'envoie pas n'importe qui. Et la France métropolitaine était convaincue que les nègres en Haïti, on n'en ferait qu'une bouchée et que l'ordre colonial sera vite rétabli. Erreur. C'est que tous les navires de guerre qui ont été envoyés ont été décimés par cette armée qui était déterminée à ne pas retourner dans les chaînes de l'esclavage. C'est-à-dire que ces Africains-là de Saint-Domingue étaient prêts à tout, sauf à retourner. Et pour cela, il faut visiter la ville de Dessalines, qui s'appelait à l'époque coloniale la ville de Marchand, qui était la première capitale de l'indépendance. C'est la capitale impériale. Vous avez 7 forts. Je ne vous donnerai pas tous les noms. Le premier fort, ça s'appelle Timadame, qui fait référence à l'impératrice Claire Heureuse Bonheur Félicité. Et le dernier fort, ça s'appelle Fort Fin du Monde. C'est sur une montagne, 7 forts qui entourent la ville. Parce que le général Jean-Jacques Dessalines, avant d'être intronisé empereur, en octobre 1804, soit 10 mois après l'indépendance, il comprend qu'une capitale ne peut pas être dans une ville côtière. Parce qu'à l'époque, l'avion n'existait pas. Les envahisseurs, les pirates, arrivaient par la mer. Donc les côtes faisaient office d'aéroport, ou aérodrome aujourd'hui. Figurez-vous que donc il va déplacer la capitale, puisque l'indépendance a été décrétée au Gonaïves, mais la deuxième indépendance, parce que la première a été décrétée à Fort-Dauphin, qui pour la circonstance sera baptisée le 29 novembre 1803, soit 11 jours après la bataille. Fort-Dauphin qui devient Fort-Liberté pour la circonstance. Pour la circonstance. Donc oui, ça, parce qu'on a libéré. Voilà, on a libéré le pays. Donc il faut donner la priorité d'abord à la population d'Haïti pour dire voilà, nous sommes libres, nous sommes une nation libre. Mais après, on va attendre le 1er janvier 1804 pour lire l'acte de l'indépendance qui sera donc lu par Félix Boiron-Tonnerre, qui était un mulâtre, qui était l'un des plus grands lettrés d'Haïti à cette époque. Puis grand écrivain, le premier écrivain même d'Haïti. Il était interdit aux Noirs d'accéder à la connaissance. Il y en avait très peu qui savaient lire et écrire. Mais Boiron-Tonnerre, c'était un mulâtre. L'ouverture de Dessalines savait à peine écrire. Et quand même ils écrivaient, dans une phrase, ils pouvaient faire une multitude de fautes. Tandis que ces mulâtres, pour la plupart, étaient des libres de couleur
bénéficiaient, et ils avaient un certain privilège de venir étudier en France. Ça a été le cas notamment de Pétion, ça a été le cas de Boyer. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces Noirs qui faisaient partie de l'élite, dont notamment Toussaint Louverture, qui était gouverneur à vie, à Saint-Domingue, premier réflexe, c'était d'envoyer leurs enfants étudier en métropole. Donc, lorsque on critique Toussaint, on oublie que Toussaint est père de famille, qu'il a 2 enfants en France, pris en otage par Napoléon, Placide Louverture et Isaac Louverture. L'un d'eux a étudié à Angers, à quelques kilomètres de Bordeaux. Ça, c'est l'histoire, il y a des archives, il faut les consulter. Vous avez un grand centre d'archives à Bordeaux qu'on appelle Bordeaux Métropole. Ben, il faut faire preuve, briser sa paresse intellectuelle, aller s'asseoir dedans avec un sandwich, un verre d'eau et lire. Restons-y dans la crête à Pierrot avec Jean-Jacques Dessalines. Donc, les gens, ils étaient encerclés à l'intérieur. Ils étaient encerclés à 20, certains disent 12 contre 5 ou 12 contre 4, d'autres disent 20 contre 6. En tout cas, les ils arrivaient à s'en sortir. Ils ont réussi à s'en sortir parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour créer un pont dans l'eau. C'est pas là que Jacques Dessalines a prononcé ces mots, les traîtres, si vous voulez sortir libre ou mourir. Donc, si vous êtes des traîtres, vous voulez mourir. Et vous savez qu'il y avait parmi eux des cavaliers. Un cheval, ça pèse. Un cheval n'est pas aussi rapide dans l'eau. Donc, il fallait créer un pont. Et ce pont qu'il a créé, ce sont des hommes et des femmes qui sont allongés dans l'eau. Vous savez combien pèse un cheval? Rien qu'un cheval. Pour que les chevaux puissent aller vite. Donc, il y a eu un sacrifice. Les noyades des hommes et des femmes sont morts. Et si vous allez justement à la cité de l'indépendance, Gonaïve, il y a des fresques juste en face de la paroisse Saint-Michel. C'est un Congolais qui vous parle d'Haïti. J'ai pris le temps de scruter tout cela et vous verrez cette scène épique qui a été retracée par un excellent sculpteur que j'ai bien envie d'embrasser. En tout cas, lui faire une belle accolade parce que ça a été tellement bien fait. C'est une très belle fresque que vous trouverez dans mon film qui traduit cette bataille. Et je pense que lorsque nous avons réussi à sortir de ce fort qui a été détruit, dont j'ai trouvé les bribes, que vous trouverez dans le film, la victoire ne faisait plus aucun doute. Ces Africains-là étaient galvanisés. J'insiste sur le mot africain. Les Haïtiens sont nés le 1er janvier 1804. Avant, 60% de ceux qui se battaient venaient d'Afrique. Tout à fait. Mais de cette histoire, vous savez que Napoléon ne pardonnait jamais à Jacques Dessalines ou bien à nos héros par rapport à cette défaite. C'est la défaite. Nous avons perdu à la Crête-à-Pierrot. C'est la France qui a gagné. Mais c'est la bataille des batailles que nous avons remportées. Et c'est celle-là qui a ouvert les portes de l'indépendance. C'est la bataille de Vertières qui a lieu le 18 novembre 1803. Elle dure 11 heures. 11 heures. Ça commence très tôt le matin et ça se termine au milieu d'après-midi. Et c'est Capois qui va poser le drapeau sur la montagne parce qu'il y a eu un fort. Donc si on arrive à poser le drapeau, ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire qu'on a gagné. Mais sauf que lorsque il y a eu cette multitude de batailles, le premier commandant en chef de l'armée coloniale napoléonienne, Charles-Victor Leclerc, meurt. Officiellement, il est mort de la fièvre jaune. Là encore, il faut rappeler que ces Africains se battaient avec leur spiritualité. Ils utilisaient 2 armes. Parce que les armes rudimentaires qu'ils avaient ne suffisaient pas pour vaincre la plus grande armée du monde. Celle qui a incendié Moscou, celle qui a semé la terreur en Égypte, la campagne d'Égypte. Je dis toujours que Vertières est la revanche du Sphinx sur Napoléon parce que c'est pendant la campagne d'Égypte que Napoléon a fait ordonner qu'on casse le nez du Sphinx qui représentait les traits négroïdes, rappelant les autochtones de cette région qui est le berceau de la civilisation, dont tout le monde se prévaut aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous que Capois a réussi à poser le drapeau. Leclerc est mort. Et qu'est-ce que Napoléon a fait? Il a envoyé le meilleur des officiers. C'est Donatien Jean-Baptiste de Vimeur, comte de Rochambeau, qu'on appelle généralement le général de Rochambeau. En fait, Rochambeau, c'est un comte, un homme qui vient de la noblesse. Pourquoi il est noble? C'est parce qu'il a pris part à la guerre de l'indépendance
aux côtés de George Washington pour libérer les États-Unis d'Amérique, avec le général Lafayette. Vous imaginez que la France a envoyé ses officiers les plus prestigieux. C'est-à-dire que le général de Rochambeau a pris part à la guerre de libération aux États-Unis d'Amérique aux côtés de George Washington et du général Lafayette. C'est ce qui explique que Napoléon a puisé dans ses réserves pour aller mater la révolution à Saint-Domingue. C'est bien pour montrer que ces Africains sont vraiment des roseaux qui plient mais qui ne cassent pas. D'où la chanson de mon jeune frère Bello. Nous, ces roseaux, nous qu'à plier mais pas casser. Voilà, mon clin d'œil en langue créole. Voilà, sur ça, nous allons prendre notre deuxième pause dans l'émission. Mesdames, messieurs, ne bougez pas, restez là au chaud et puis on va revenir tout de suite pour la suite de l'émission Screenshot. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, on est de retour pour la suite et pour la conclusion de l'émission parce que c'est une émission riche en informations aujourd'hui. Donc, moi, j'estime que je suis à l'école, dans ma classe, le professeur parle et puis je prends des notes. J'espère que c'est pareil pour vous. Donc, monsieur Lasconi Nissim, qui est avec nous, un Congolais, donc qui connaît l'histoire d'Haïti et qui a été en Haïti en maintes occasions, qui a visité beaucoup de coins dans le pays. Donc là, le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est de la résiliation à la résilience. De la révolution à la résilience. N'est-ce pas? Donc là, la bataille de l'indépendance, la guerre de l'indépendance, la déclaration d'indépendance, 1er 1804, ça vous inspire? Absolument. C'est c'est l'indépendance universelle. Parce qu'il est bon de rappeler qu'Haïti est la seule nation au monde qui a 2 dates d'indépendance officielles. La première, c'est la date de l'indépendance nationale, 29 novembre 1803. Et la deuxième, c'est la date de l'indépendance universelle, 1er janvier 1804, où le général Jean-Jacques Dessalines met en garde toutes les forces de l'univers, pas seulement les terriens, mais même les extraterrestres, en disant qu'aucune force de l'univers ne viendra encore réduire les enfants d'Haïti en esclavage. Donc, ces gens étaient déterminés. Et pour mieux comprendre cette phrase, ce passage de son discours, il faut visiter la ville de Dessalines, qui est la première capitale de l'Empire, puisque souvent on dit que Haïti est la première république noire. Ce n'est pas faux. Oui. C'est la première république noire. Mais avant que Haïti ne devienne une république, ça a d'abord été un empire 10 mois après son indépendance. D'où la capitale, Marchand, rebaptisée Dessalineville, qui est la capitale impériale où il y a 7 forts. Premier fort, Timadame, dédié, donc petite madame, dédiée à l'impératrice Marie-Claire Heureuse, félicitée. Donc première dame, et le dernier fort, qui est le 7e, que j'ai tous filmé, dans certains sont dans le film, c'est le fort Fin du Monde. Ça veut dire quoi? Qu'à tout moment, si vous venez, on va tous périr. Voilà, il y avait fort Fin du Monde. Fort Fin du Monde. Ça se trouve en hauteur. Et c'est sur les montagnes qui entourent la capitale impériale où il y avait ce qu'on appelle la cage à fétiche. La case à fétiche. Là encore, si vous voyez mon film, premier film que j'ai consacré à Haïti, que je dis toujours que ce film, je l'ai accouché sans péridurale. L'homme n'accouche pas, c'est la femme qui accouche. Mais c'est que je l'ai tourné au moment où le pays était... Je l'ai avec moi là, mesdames, messieurs. Donc normalement, j'ai tourné ce film dans des conditions... J'ai fait des documentaires, j'en ai fait 57, mais ce film est particulier parce que je l'ai accouché dans des conditions difficiles. Généralement, quand je tourne en ville ou même dans les campagnes, c'est dans la paix. La première fois que je suis arrivé en Haïti, sur le boulevard Toussaint Louverture, qui fait face à l'aéroport... À l'aéroport, à Port-au-Prince, il y avait au moins 13 corps qui jonchaient les rues, et ça effraie. Donc c'est pour vous dire que, et la dernière fois, pour finaliser le film,
Vous ne pouvez pas savoir le nombre de barrages où j'ai dû soudoyer des gangsters pour pouvoir passer. Il connaît l'Haïti. Non, mais Haïti, c'est nous. Il connaît Haïti. Voilà. Donc, nous disons que normalement, la déclaration de l'indépendance d'Haïti se fait au Gonaïves le 1er janvier 1804. La capitale est transférée plus tard. À Port-au-Prince? Non, à Dessalines. À Dessalines, c'est-à-dire, oui. Oui, à l'époque, la ville s'appelait Marchand, c'était le nom colonial. Donc la ville va être rebaptisée Dessalines, ville, capitale impériale. Port-au-Prince, c'est bien plus tard. Parce que Haïti a connu plusieurs capitales. Mais malgré tout ça, Dessalines a fait, mais il a été trahi. Il a été trahi parce que justement tout être humain est vulnérable. Donc j'en reviens à aux détracteurs de Toussaint Louverture. Moi je ne suis pas partisan particulièrement de Toussaint Louverture, mais je trouve injuste qu'on jette l'opprobre sur un homme qui a été le plus grand stratège des généraux noirs et qu'on n'encense que son. C'est vrai que Dessalines a été la cheville ouvrière, c'est indéniable. Ouais. C'est un ancêtre méritant qui mérite d'être évoqué à chaque fois que nous faisons nos cérémonies. Mais avant lui, il y a des précurseurs. Il y avait quelqu'un. Sans eux, Dessalines ne serait pas là. Dessalines a fait un extraordinaire travail, mais une fois encore, Dessalines a été trahi par sa nature, qui est la nature africaine, celle du pardon. Parce que Dessalines était bien parti pour nettoyer l'île de tous les négriers. Malheureusement, à un moment donné, il a été tolérant. Il aurait dû pousser l'aspirateur dans certains recoins. C'est ce qu'on appelle les tabous de l'histoire. Et ironie de l'histoire, c'est qu'à cette époque, les mulâtres ne voulaient pas être dirigés par des nègres. D'où cette trahison. Vous verrez que la plupart des gens qui ont trahi Dessalines, pour la plupart, étaient des mulâtres. Dont le premier était Alexandre Pétion, qui sera à l'origine de la partition de l'île. Parce que quand Dessalines meurt, le pays est scindé en deux. Le nord d'Haïti devient un royaume qui est dirigé par Henri Christophe, qui est un natif de la Grenade. Ce qui montre que Haïti est même le berceau du panafricanisme. Pourquoi j'aime Haïti? Pourquoi j'aime tant parler d'Haïti? Tout panafricaniste qui se respecte, qui se revendique de cette idéologie, ne peut pas ignorer Haïti, parce que c'est là où une coalition d'Africains, des gens venus de part et d'autre, du Sénégal, de la Guinée, de la Gambie, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mozambique, du Cameroun, se détribalisent, créent une langue. Ça demande un génie en un laps de temps. Créer une langue avec une syntaxe, etc. Et ils triomphent en battant la plus grande armée du monde, celle qui a terrorisé le monde entier. Vous savez que les Français préfèrent aller célébrer la défaite de Trafalgar, qui a eu lieu 2 ans après, face à Horatio Nelson, qui est le plus grand amiral anglais, plutôt que de parler de Vertières. Vertières, parce que ce sont des nègres, des moins que rien, des gens qu'on considérait comme qui étaient dans le cheptel des négriers, qui étaient utilisés. Et vous savez, le mot Vertières, jusqu'à présent, il a intégré le dictionnaire en 2019 grâce à un académicien français d'origine haïtienne, Dany Laferrière. C'est lui, donc il y a à peine 3 ans et demi que le mot Vertières figure dans le dictionnaire français, parce que Vertières est le cauchemar des négriers et le rêve des esclaves. Il symbolise la liberté. Et la raison pour laquelle on ne pardonnera jamais à Haïti. Je tiens absolument à apporter cette précision. D'où la résilience. C'est parce que le plus grand général de France après Napoléon, le général de Rochambeau, voulait s'échapper de l'île, mais l'île était quadrillée par des soldats. Il n'avait pas d'autre choix que de venir s'agenouiller devant un nègre qui était anciennement esclave. Donc, en 11 heures, l'histoire bascule. Et quand on s'agenouille, on devait enlever son épée de commandement. Le général Jean-Jacques Dessalines lui a dit « Vous êtes battu. » Témoignage fait par ma sœur aînée dans le film. Vous êtes battu comme un brave. Gardez votre épée. Rentrez chez vous. Mais ne revenez plus jamais sur cette île. Plus jamais. Pour cela, on n'a pas... Et Haïti paye jusqu'à aujourd'hui. Et on en arrive à la résilience.
c'est ce que j'appelle, moi, la rançon de l'indépendance, qu'on appelle la dette de l'indépendance. C'est la rançon. Pour moi, c'est une rançon. Cette rançon, c'est Boyer qui accepte. Que devrait-il faire? Henri Christophe aussi avait reçu des menaces. Déjà, Dessalines avait reçu des menaces quand nous allons envahir, parce que la France n'a jamais digéré, il n'y avait pas que la France. Le syndicat des empires coloniaux. Et nous avons ce syndicat aujourd'hui, le corps groupe. Il est partout, puisqu'il dit jusqu'à présent l'Afrique est ce qu'elle est, parce qu'il y a un syndicat des empires, il y a des bases militaires, etc. Nous sommes au cœur du débat. Si vous suivez l'actualité africaine, elle n'est pas très différente de celle d'Haïti. Sauf que Haïti est isolé, c'est l'insularité d'Haïti qui fait sa faiblesse. Donc, du coup, Henri Christophe a refusé, Dessalines a refusé de payer la rançon. Même Pétion a refusé de payer la rançon. Pétion a accepté. Et Boyer a accepté. Mais pourquoi Boyer a accepté? Boyer comme Pétion sont des mulâtres qui sont nés de pères blancs et de femmes noires esclaves. La mère de Boyer vient du Congo. Lisez, chef d'État d'Haïti. Gloire et misère. Vous avez, c'est très bien référencé. Je ne sais pas comment les généalogistes ont fait pour trouver les racines. Et Boyer était tellement francophile qu'il va prendre l'argent d'Haïti et acheter un appartement dans un quartier prestigieux. Juste à côté de la place Vendôme, dans le premier arrondissement, entre le Louvre et les Tuileries, rue de Montéglione. Donc, et vous savez, c'est que l'histoire est très ironique. Pétion qui a trahi Dessalines, qui a commandité la mort de Dessalines. Officiellement, Dessalines serait mort au Pont Rouge. 1806, soit 2 ans seulement après l'indépendance, ce qui provoque ouvre une période tumultueuse dans le pays, qui nous conduit de la révolution à la résilience. Mais si ce coup d'État n'avait pas été opéré, Dessalines était un bâtisseur. Il aurait transformé le pays. Surtout avec la Constitution de 1805. Absolument. Haïti est considéré à l'époque comme le pays le plus démocratique du monde. Tout à fait. Toute personne, tous les opprimés du monde entier venaient trouver refuge en Haïti. Oui. Même les Juifs à l'époque qui fouillaient les pogroms en Russie venaient trouver refuge en Haïti. Les Polonais qui avaient été utilisés par Napoléon Bonaparte comme des corsaires, parce qu'à l'époque le mercenariat, ça s'appelait la course, donc les corsaires, ces gens se sont rendus compte que les nègres étaient trop forts. Ils ont tourné le dos à Napoléon pour rejoindre l'armée révolutionnaire. Et c'est ceux-là qui ont mené une musique et une danse dans le sud d'Haïti qu'on appelle la polka. Et celle-là va prendre corps avec cette musique aujourd'hui qu'on appelle la biguine. Pour cela, il faut étudier la musique. Si vous écoutez le jazz, vous avez un standard qui fait référence à cette histoire. Ça s'intitule Polka Dots and Moonbeams. Écoutez Lester Young. Donc là encore, le jazz accompagne cette révolution. Cette révolution est née avant le jazz, mais le jazz voit le jour. L'avènement du jazz, c'est la fin du 19e siècle, début 20e siècle. C'est au moment où Haïti est un pays rayonnant, une puissance. D'où l'hymne d'Haïti, l'hymne culturel d'Haïti, a été composé par un Afro-Américain contrebassiste de jazz, Charles Mingus. Ça s'intitule Haitian Fight Song. Ça, c'est l'hymne culturel. Culturel, mais composé par un Afro-Américain. Et lorsque vous écoutez ça, Haitian Fight Song, la chanson de guerre d'Haïti. Cher professeur, on va conclure. Malheureusement, l'heure nous fait défaut. Les Africains disent qu'il n'y a pas de professeur parce que tous les jours, l'oreille va à l'écoute. Non, mais le quand poids même... le puits de la connaissance est intarissable. Appelez-moi Lasconi ou Je me Moualimou. permets quand même, on ne va pas conclure l'émission sans parler de l'union fait la force. Par rapport à vos connaissances, vous avez quand même... vous êtes scénariste? Je ne suis pas scénariste, je suis documentariste. je ne veux pas m'attribuer des titres que je ne mérite pas. Je suis documentariste, j'ai fait l'école préparatoire du cinéma et des métiers de l'audiovisuel. Donc j'ai réalisé 57 films pédagogiques, films documentaires, ce qui explique que ma filmographie est plus riche que ma bibliographie. Ça existe sur YouTube? Non, pas sur YouTube. Si quelqu'un a besoin de voir ce film... Il faut aller sur mon site nizimlasconi-univers.com. Mon site, nizimlasconi-univers.com. ou simplement Lasconi, l'univers panafricain, qui est mon site,
qui a un musée virtuel qui est très bien illustré. J'ai fait 98 pays dans le monde. Et si quelqu'un a voulu acheter ce CVD? Il faut l'acheter sur la toile ou sinon aller à la librairie Tameri, qui est l'un de mes distributeurs. Librairie Tameri, qui est située rue du Chalet, 10 rue du Chalet, 18 rue du Chalet, 19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement de Paris, métro Belleville. Librairie Tameri, ou sinon j'ai aussi un compte à la FNAC où on peut faire également des commandes, mais allez directement sur mon site. Ah, c'est un film dédié strictement à Haïti. Où j'ai filmé les lieux, j'ai filmé le Bois Caïman, j'ai filmé la ville impériale, la capitale impériale, j'ai filmé Port-au-Prince, j'ai filmé Kenskoff. J'ai filmé les deux parties de l'île d'Hispaniola qu'on appelle République dominicaine et Haïti, qui en vérité ne formaient qu'un seul pays à l'époque, avant l'arrivée de Catastrophe Colomb. Et vous dites Catastrophe Colomb, c'est pas Christophe Colomb? Moi, je l'appelle Catastrophe parce qu'il est à l'origine d'un génocide. C'est le plus grand génocidaire du monde. Et ironie de l'histoire, c'est qu'il a été enterré 2 fois dans une cathédrale. La première fois... 2 fois dans une cathédrale? Oui, parce qu'il a été d'abord... Quand il est mort à Saint-Domingue, à Santo Domingo. On l'a enterré dans la cathédrale qu'il a érigée, qui est la première en Amérique. Et à la demande du clergé espagnol, on l'a emmené en Andalousie, à Séville. Encore, il repose dans une cathédrale. C'est ce qu'on appelle la guerre des égrégores. Ce sont des batailles invisibles que les Africains et les Afro-descendants doivent étudier avec munitie. C'est ce qui explique que nous soyons encore sous domination, parce que vous avez les sciences sociales, vous avez les sciences exactes, mais vous avez les sciences secrètes. Et c'est souvent les sciences secrètes que nous n'étudions pas. Les grands prêtres de cette science, au Nigeria, on les appelle les Babalao. Au Congo, on les appelle les Ngudinganga. En Afrique du Sud, on les appelle les Ibongi. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, enseignants, chercheurs, vous ne voulez pas que je vous appelle professeur? Appelez-moi Ngudinganga, peut-être ça me conviendrait mieux, ou Mwalimou. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure? Vous remercier déjà, remettre H-Live de m'avoir invité, d'avoir ouvert le robinet. Le mois de janvier, pour nous, est un mois très important. Il précède le Black History Month qui commence le 1er février jusqu'au 28 février. Le mois de janvier, le 1er janvier, pour moi, ce n'est pas le jour de Nouvel An, mais c'est le premier anniversaire de la première nation africaine qui s'est reconstituée dans la Caraïbe, donc la première nation libre qui nous a redonné la fierté, qui a eu pour vocation de libérer tout un peuple. Et n'oubliez pas que sans l'indépendance d'Haïti, la ville de Chicago n'aurait peut-être pas vu le jour, puisque c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable qui est à l'origine de la ville de Chicago, dont le buste se trouve au cœur de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. C'est Haïti qui a permis aux États-Unis de doubler leur superficie. Avec la Louisiane? Oui, à l'époque, si Napoléon Bonaparte craignait déjà la contagion dans les autres colonies françaises, on va déjà faire interdire le tambour en Louisiane. C'est en Louisiane qu'est né le jazz, sur une place qui s'appelle Congo Square, qui s'appellera plus tard Louis Armstrong Square. Primo. C'est ce qui explique la pauvreté des percussions de la musique afro-américaine. Deuxième fait, ça s'appelle Congo Square. C'est en Louisiane. Napoléon Bonaparte a eu besoin de vendre la Louisiane pour financer sa guerre contre Haïti, les Africains de Saint-Domingue. Ce qui permet à l'Union américaine, qui n'était pas encore les États-Unis d'Amérique, de doubler leur superficie. Parce que la Louisiane est le plus grand État en termes de superficie des États américains. Donc, à l'époque, quand il y avait l'Union américaine, il y avait environ 13 États. Et quand il y a la Louisiane double la superficie de l'Union américaine, qui deviendra plus tard les États-Unis d'Amérique après la guerre de sécession. Sur ce, mesdames, messieurs, je prends congé de vous. Vous savez que nous avions avec nous l'enseignant-chercheur Nissim Lasconi, donc qui continue à travailler même sur Haïti, à continuer à faire sa recherche. Donc, il nous a fait honneur aujourd'hui de venir sur le plateau pour parler du thème de Haïti, de la révolution à la résilience, que je ne finirai jamais
à regarder, à entendre, à suivre cette émission qui n'est autre avec professeur enseignant Nissim Lasconi, que je dis bonsoir et à la prochaine, mesdames, messieurs, pour une autre émission similaire. Aïe Bobo. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.